L'entretien des patriotes, bonjour à tous. François Bayrou quitte-t-il le navire Macron et le retour des tracteurs? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je débute toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur, des fidèles parmi des fidèles, David 13, Emmanuel Dimbre, Angèle Châtillon, VTT Pollux, ma chère Anissé, Jean-Claude Perrier et H. Bretagne. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Vous aidez la réinformation lorsque vous levez le petit pouce, lorsque vous écrivez des gentils messages ou lorsque vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Oui, la réinformation, c'est un sport collectif. Le titre principal qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, François Bayrou refuse d'entrer au gouvernement et dénonce la ligne Macron-Attal. Et pourtant, les journalistes annonçaient François Bayrou à l'Éducation nationale. Hier, je gironisais sur le départ d'Amélie Oudéa-Castéra. Patatras, Bayrou manifestement se venge. Reprenons l'article. Après sa décision surprise annoncée dans un communiqué assassin mercredi, l'allié centriste a réuni ses troupes pour dénoncer la démarche d'humiliation dont il se dit victime. Manifestement, François Bayrou a décidé de quitter le navire Macron. Et dans le texte, c'est encore plus fort. Il y avait deux domaines qui me paraissaient mériter un engagement plein. Le ministère de l'Éducation, qui connaît aujourd'hui une crise de confiance qui vient de loin et que je croyais que l'on pouvait corriger, détaille le haut-commissaire au plan, François Bayrou. Mais de nombreuses discussions m'ont fait conclure à une différence d'approche sur la méthode à suivre qui me paraît rédhibitoire. Le deuxième sujet, juge François Bayrou, c'est le gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris. Toutes les crises de l'aménagement du territoire et la distance désormais de plus en plus grande entre les citoyens et l'action publique. Il faut bien comprendre ce que signifie la phrase « c'est le gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris ». Parce qu'un homme politique ne pense qu'en termes de calcul électoral. Selon Bayrou, donc, il n'y aura plus d'élus de la Macronie en province. Or, quand on regarde le MoDem, c'est un parti qui est enraciné dans les territoires. Bayrou a donc peur de la disparition de son parti s'il reste sur la ligne Attal-Macron. Oui, les rats quittent le navire. Et dans la suite de l'article, François Bayrou convoque un ministre, emblématique de son gouvernement, qui est au MoDem, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Pour rappel, Marc Fesneau au MoDem incarnait la France des terroirs. Bon, ça c'était avant qu'il devienne ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron. On se rappelle également que Perigo Lacasse, le critique gastronomique, le mari de Natacha Polony, avait expliqué que véritablement Marc Fesneau c'était l'avocat des agriculteurs. Eh bien, Marc Fesneau a trahi tous ses engagements. François Bayrou le convoque mercredi soir au MoDem pour discuter de son maintien au gouvernement. Oui, nous en sommes là. Bayrou provoque un séisme politique. Macron va-t-il être contraint de dissoudre? Humilié par Attal, Bayrou vient de rompre avec Macron en annonçant son refus cinglant d'entrer au gouvernement. Or, Bayrou pèse 48 députés, ce qui fragilise terriblement Macron. Il faut également ajouter qu'Édouard Philippe, qui préside le groupe Horizon à l'Assemblée nationale, un groupe conséquent, pourrait rejoindre la fronde menée par François Bayrou. Il y a également une seconde hypothèse. Certains affirment que François Bayrou fait monter les enchères, c'est-à-dire qu'il vise le poste de Premier ministre. Cela me paraît peu probable du fait qu'il est un élu du Béarn, qu'il est un élu du terroir, parce que les tracteurs sont de retour et que François Bayrou a quand même un sens politique. La colère encore plus forte. La coordination rurale à l'origine du convoi Agen-Rungis appelle aujourd'hui l'entièreté des agriculteurs à se mobiliser dès la semaine prochaine pour des actions de degré supérieur. Voilà, si on veut résumer la position de François Bayrou, il faut revenir bien évidemment sur l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Il a été relaxé par la justice. Je vous renvoie à mes numéros précédents. Et c'est à ce moment-là que choisit François Bayrou pour taper très fort sur Emmanuel Macron. Mais pour ceux qui ont suivi mes entretiens, j'ai souvent montré François Bayrou essayant de critiquer Emmanuel Macron. Je dis bien essayant, parce qu'à chaque fois qu'il émettait une critique, on se souvient notamment de la fondation de Renaissance,
48 heures après, dans la presse, il y avait un article sur l'affaire des assistants parlementaires et pan sur le museau de François Bayrou. Manifestement, la vengeance est un plat qui se mange froid. François Bayrou a attendu donc d'être relaxé pour, ni plus ni moins, saboter le gouvernement Attal. On ne va pas s'en plaindre. Et là, on va revenir en 2022. En septembre 2022, je faisais une analyse en expliquant qu'Emmanuel Macron allait être cerné par son bilan. En effet, lorsqu'on regarde son bilan, c'est une authentique catastrophe. Le bilan Covid, le bilan Ukraine, le bilan du déficit budgétaire, à tel point que le gouvernement est obligé d'augmenter le prix de l'électricité, est obligé d'augmenter le prix du gaz, il est obligé d'augmenter les prélèvements obligatoires. En 7 ans de Macronie, la dette de la France a augmenté de plus de 870 milliards. Tandis que la fortune des milliardaires a doublé. Moins 17 600 lits d'hôpitaux, plus 15% de délinquance, plus 103% des délits sexuels, plus 100% de clandestinité et moins 0,3% de pouvoir d'achat pour le salaire médian. À ce triste bilan, il faut ajouter le climat de corruption qui règne dans ce gouvernement. Et puis lorsqu'on regarde ce qui faisait notre fierté, l'hôpital, la justice, l'éducation nationale, notre diplomatie, Emmanuel Macron a tout mis en miettes. Là où passait Attila, l'herbe ne repousse plus. Là où passe Emmanuel Macron, il n'y a plus rien. Et que dire de notre industrie ? Quand Emmanuel Macron se rend à l'étranger, c'est pour vendre un de nos fleurons nationaux. Il est normal qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent, que Emmanuel Macron est face à son bilan. Il a fallu attendre presque 18 mois. J'avais prédit en 2022 qu'il ne pourrait pas continuer très longtemps. Eh bien si, il est arrivé à tenir jusqu'en 2024. Et qui lui a permis de tenir aussi longtemps ? Eh bien vous le savez, ce sont les serpillères d'or. Mais voilà, lorsque le bateau coule, il y a des retournements de veste. Nous allons assister dans les semaines qui viennent à un Macron bashing parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'autant plus, comme je vous l'ai annoncé, que les agriculteurs reprennent le combat. Le retour des tracteurs dès lundi 12 février. En Europe, les agriculteurs en colère manifestent un peu partout, notamment en Espagne. Autoroute A9, paralysée à la frontière par les agriculteurs en colère. Espagnols qui résistent aux enfumages de Bruxelles. Merci à Nicolas Vidal. Et dans le sud de l'Espagne, la police espagnole utilise du gaz lacrymogène contre les agriculteurs pour mettre fin au blocage de la plateforme logistique de Mercadona Grande Distribution ce soir à Antequera. Et les actions d'agriculteurs continuent en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Portugal, en Grèce. C'est toute l'Europe de l'agriculture qui se dresse contre la Commission européenne. Et puis il y a un mythe dont il faut parler. On nous avait vendu le beau Gabriel Attal. Vous savez, le Premier ministre qui a eu ses diplômes, comment dirais-je, sur tapis vert. Ah, c'était quelqu'un de sérieux. Il travaillait dur, Gabriel Attal. Tenez, on va le regarder en plein travail. À l'Assemblée, Gabriel Attal regarde des photos de petits chiens mignons sur son smartphone quand l'opposition parle de mal-être au travail. Une photographe de l'agence Hans Lucas présente le Premier ministre montrant une image d'un chiot noir à ses ministres le 5 février pendant que Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, évoque le sort des travailleurs. On nous avait dit, mon équipe se défonce 24 heures sur 24, alors ça, on n'en doute pas une seconde. Comme d'habitude, on nous vend de la fausse monnaie. Scandale, Richard Ferrand, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un des piliers de la campagne d'Emmanuel Macron de 2017, socialiste. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été mandaté par la multinationale Accenture pour affaiblir la loi sur l'encadrement des activités des cabinets de conseil 2 ans après l'affaire McKinsey, selon des affaires de Mediapart. Vous avez Rachida Dati qui est accusé de lobbying frauduleux, vous avez Richard Ferrand qui est accusé de lobbying frauduleux. Il faut savoir que Richard Ferrand avait conservé un bureau à l'Assemblée nationale alors qu'il n'y siégeait plus. Vous comprenez pour quelle raison ? Richard Ferrand, remaniement ministériel, Richard Ferrand est nommé ministre du mutualisme et du lobbying parlementaire. La plaisanterie du ministère des bras croisés nous rappelle le scandale des mutuelles de Bretagne que présidait Richard Ferrand.
L'affaire, selon l'enquête, Richard Ferrand a signé fin 2010 au nom de sa compagne un compromis pour acheter un immeuble au moment même où les mutuelles de Bretagne étaient à la recherche de nouveaux locaux. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Ce compromis avait été assorti d'une clause conditionnant l'achat du bien à la promesse de sa location par l'organisme de Richard Ferrand. Ce n'est qu'une fois cette location approuvée que Sandrine Doussin, la compagne, avait monté une SCI domiciliée à l'adresse commune du couple pour finaliser la transaction. Elle avait pu emprunter la totalité des 375 000 euros nécessaires, le loyer annuel de 42 000 euros sur 9 ans, permettant d'auto-financer l'opération. Les lieux avaient été ensuite rénovés par les mutuelles de Bretagne, organismes bénéficiant de subventions publiques pour environ 250 000 euros. Alors que le dossier était accablant pour Richard Ferrand, eh bien, il a été relaxé. Pour quelle raison ? Il y avait prescription. Cela me fait penser au mot du canard enchaîné. Sarkozy avait ses Rolex. Emmanuel Macron, lui, il a ses relax. Est-ce qu'il y a un seul ministre d'Emmanuel Macron qui n'est pas visé par une affaire judiciaire ? S'il y en a un, c'est vraiment une espèce très rare. Tenez, revenons également sur Thierry Breton, vous savez, celui qui veut exercer la censure dans l'Union européenne. Considéré par certains comme le principal responsable de la Bérésina actuelle chez Atos, Thierry Breton, PDG du groupe de 2009 à 2019, s'est délesté de toutes ses actions pour la modeste somme de 45,7 millions d'euros avant impôt. Mais ce n'est pas tout. Une fois retiré de la vie active, Thierry Breton bénéficiera d'une retraite chapeau, régime complémentaire, d'un montant de 711 000 euros par an. Atos a dû décaisser 20 millions d'euros d'un coup pour assurer cette magnifique rente à vie. Il faut également rappeler que Thierry Breton a été le ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy. Souvenons-nous d'une de ces mesures. Il avait permis aux banques d'affaires, notamment Rothschild, de verser des bonus en Angleterre. Or, l'Angleterre possède 2 paradis fiscaux, Guernesey et Jersey. Ces bonus atterrissaient donc dans ces îles. Suite à son passage à Bercy, il a rejoint le groupe Rothschild. Un hasard, certainement. Ce sont donc ces gens qui décident de la censure dans l'Union européenne ou qui veulent prendre des sanctions contre Elon Musk ou Tucker Carlson. Ça se confirme et c'est incroyable. L'Union européenne envisage bien d'imposer des sanctions au journaliste Tucker Carlson pour avoir interviewé Vladimir Poutine. C'est ce que plusieurs députés européens viennent de confirmer à Newsweek. Ils veulent s'attaquer à un citoyen américain, journaliste de surcroît. Je leur souhaite bien du courage. En tous les cas, les journalistes de LCU, on sait où ils prennent leurs ordres. Il suffit de regarder cette vignette. Tucker Carlson est un Américain pro-russe, ex-star de Fox News, la chaîne ultra-conservatrice. Il relaie des messages racistes, sexistes, anti-LGBT, adeptes des fake news et des théories du complot. Il ne manque plus que Cannibal et la coupe est pleine. Mais de qui se moquent-ils, les propagandistes de LCU ? On n'a même pas envie de leur répondre. Dérive sectaire. Il y a des conseillers, comment dirais-je, de l'Assemblée nationale qui sont beaux comme des camions. Voici les conseillers pour la commission de l'Assemblée nationale sur les dérives sectaires. Ah, vous ne les trouvez pas beaux, les Rudy Reichstadt, les Tristan Mendès France et les Julien Pain ? Ils sont conseillers sur les dérives sectaires. C'est là où on se dit que notre pays va très mal. Alors un petit rappel sur ces dérives sectaires. L'article 4 a été remis dans le projet de loi contre les dérives sectaires par la rapporteure macroniste après un avis défavorable du Conseil d'État et sa suppression au Sénat. C'est extrêmement dangereux. Nos libertés sont une fois de plus attaquées par instrumentalisation, cette fois de la lutte légitime contre les dérives sectaires. Comme d'habitude avec cette majorité. Pour rappel, c'est le courageux sénateur Alain Houpert de la Côte d'Or qui avait fait supprimer l'article 4 lorsque la loi était passée au Sénat. Il a été remis à l'Assemblée nationale. L'article 4 de la loi sur les dérives sectaires est une réponse aux charlatans prônant les remèdes miracles. Mais il est, dans sa rédaction, une atteinte à la liberté du débat scientifique qui aurait pu s'appeler clairement article anti-Raoult. Nous sommes dans une dérive démocratique. Et ceux qui doutent
de la volonté de cette loi, eh bien, je leur remets une petite photo. Quand vous avez ces trois-là, vous savez que les laboratoires ne sont pas très éloignés. Tenez, puisqu'on parle des laboratoires et de dérives sectaires, un père à New York perd son combat juridique pour empêcher son fils de 8 ans de prendre des bloqueurs de puberté pour changer de genre. N'oubliez pas que ces enfants seront des futurs adultes stériles et clients à vie pour les Big Pharma. Leur but, eh bien, c'est 6 milliards. Sans transition, euro numérique. Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé de faire un dossier sur l'euro numérique et notamment sur les dangers qu'il pourrait constituer pour nos libertés. J'attends quelques précisions. Pourquoi ? Parce que Christine Lagarde veut absolument supprimer le papier-monnaie au nom de l'écologie. Mais voilà, les banquiers centraux ne veulent pas. Ils veulent conserver une monnaie physique. Parce qu'ils estiment, avec raison, qu'une monnaie entièrement numérique serait un danger supplémentaire. Ce serait une grande volatilité. Regardez ce qui s'est passé avec les bitcoins. Donc, Christine Lagarde, pour l'instant, est obligée de reculer. D'autant plus qu'au sein de la BCE, elle est très contestée. Dès que j'ai des nouvelles, je ferai un dossier donc sur l'euro numérique. Allez, deux petites informations. Faites attention à cet animal, il est très dangereux. Il s'attaque à nos agriculteurs. Et puis, encore une folie de Anne Hidalgo. Les scientifiques créent des arbres liquides, un réservoir plein d'eau et de microalgues qui pourrait être une alternative aux arbres en milieu urbain. Bon, quand on dit qu'ils sont dingos, nous en avons une très belle illustration. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.